La première question qui vient à l'esprit, c'est un sujet d'actu qui a été porté il y a une dizaine de jours par le ministre de l'économie. Je pense bien sûr au projet de loi Industrie verte, où là, on a l'impression, le sentiment que le gouvernement veut accélérer pour flécher toujours davantage d'épargne retraite et d'assurance vie vers la transition énergétique, donc les PME, ETI qui participent à la décarbonation de l'industrie. Quel type de challenge ça pose, Claire, pour vos membres et pour le marché, les fonds de private equity? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Emmanuel, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Effectivement, le projet de loi Industrie verte, c'est un enjeu majeur pour nous parce que dans ce texte, dans ce titre, il y a l'industrie et le vert. Donc enjeu, pourquoi? Parce qu'il y a un sujet effectivement de flécher l'épargne, de plus flécher l'épargne des particuliers vers le non-coté et donc les PME et les ETI françaises qui ont des thématiques industrielles vertes, mais en réalité qui sont plutôt des entreprises de transition. Et on sait qu'aujourd'hui, finalement, dans toutes les entreprises que nous accompagnons, beaucoup d'entre elles, il y a un sujet de transition. Donc nous avons beaucoup travaillé, nous continuons à travailler, c'est un sujet qui m'occupe quotidiennement sur ce projet de loi, parce que vous savez qu'on milite depuis plusieurs années pour qu'il y ait effectivement plus d'épargne des Français. Alors je rappelle que c'est 6 000 milliards d'euros l'épargne financière des Français qui n'est pas investie dans le non-coté, quasiment pas investie dans le non-coté, donc c'est un vrai enjeu pour la profession d'arriver à collecter une partie de cette épargne. Et donc, il y a dans ce projet de loi, il y a effectivement une thématique, notamment sur l'épargne retraite, ce qui fait beaucoup de sens pour nous, parce que nous savons que nous sommes une classe d'actifs de long terme. Donc, flécher une partie de l'épargne retraite des Français vers le capital investissement et le non-coté, évidemment, ça fait du sens. Donc, c'est un enjeu. Dans ce projet de loi, d'une part. Et puis le deuxième sujet, et je reviendrai sur les levées de fonds, mais on sait qu'en 2022, la partie de nos souscripteurs, donc collectivement, donc la partie que nous avons levée auprès des personnes physiques, c'est 20% de nos souscriptions pour l'année 2022. Donc on est aujourd'hui sur un 80-20. Je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années, on était plutôt sur un 95-5. Donc on voit qu'on est sur une tendance d'accélération avec ce que j'appelle moi le deuxième moteur que nous sommes en train d'allumer. C'est pas d'ailleurs uniquement un sujet français, mais c'est un sujet européen et mondial avec cette arrivée des particuliers chez nos souscripteurs. Donc ce projet de loi va dans le bon sens pour nous et notamment dans le cadre de l'épargne retraite. Alors il y a ce sujet de flécher le financement vers l'industrie verte. Donc ça, c'est un de nos deuxièmes enjeux, évidemment, puisque je parlais de transition. On sait qu'aujourd'hui, et je crois qu'on le voit tous dans nos opérations, nous sommes en train, dans nos décisions d'investissement, de rajouter un nouveau filtre dans la prise de décision, c'est-à-dire comment ces enjeux climatiques et d'environnement sont en train d'impacter les business models des entreprises que nous décidons d'accompagner. Probablement, chacune d'entre elles aura une partie de son business model qui devra pivoter. Alors, si c'est 5 ou 10%, c'est jouable. Si c'est 50%, ça sera plus compliqué. Donc, on est obligé de réfléchir à ça. Et ça, c'est une vraie transformation, puisque quand on se projette et quand on fait un investissement, on regarde évidemment à horizon 10 ans, puisqu'on sait qu'on revendra une société dans 5 ans. Donc, l'acheteur, évidemment, se projettera lui-même à horizon 5 ans. Donc, comment cette entreprise se comportera ou comment son business model aura réagi face à ces enjeux de transition environnementale dans 10 ans. Donc, je crois que ça, c'est évidemment collectivement un sujet qui nous transforme. Ça veut dire beaucoup de pédagogie. Alors, on s'y attelle chez France Invest. Hein, on ne cesse de faire des guides, des webinaires. On va faire, dans quelques semaines, on va lancer le mois du climat. On a une formation finance durable qui permet de passer la certification AMF. Donc, voilà, on essaie d'embarquer puisqu'on voit que cette accélération est formidable à la fois pour nous, investisseurs, mais évidemment aussi pour les entreprises qu'on accompagne avec l'objectif, bien sûr, de laisser personne ou le moins possible d'entrepreneurs sur le bord de la route. Louis, quel est le regard que vous portez sur cette percée, vous, du retail money, de l'argent des particuliers et du sujet de transition au sens global? Alors, sur le retail money, je pense que c'est une percée qui est bienvenue. Ça fait longtemps qu'en Europe, on essaie d'augmenter l'exposition des institutionnels au private equity. Elle est très, très inférieure à ce qu'on trouve notamment en Amérique du Nord.
On pense que c'est un handicap à la fois pour les épargnants européens, mais aussi pour l'économie européenne. Donc ça fait des années que France Invest, Invest Europe et toutes les associations essaient d'amener de plus en plus d'institutionnels au private equity. Le fait que le retail se développe en direct, c'est-à-dire que des particuliers puissent eux-mêmes décider d'allouer une partie de leur épargne dans le private equity, c'est une très bonne chose. Au niveau européen, il y a eu un gros boulot qui a été fait par Invest Europe et en coordination très étroite avec France Invest et les autres associations pour promouvoir le nouveau label LTIF, donc c'est du jargon, pardon, mais c'est le nouveau cadre dans lequel des fonds de private equity et des fonds en général d'investissement long peuvent s'adresser au grand public. Et le nouveau régime qui a été mis en place est beaucoup plus favorable et adapté à nos métiers que le précédent. Et on pense que ça va aider le développement du retail. Sur la transition, et c'est effectivement lié au retail, parce que c'est un sujet qui intéresse les investisseurs particuliers, je pense qu'on sait tous combien c'est important. D'ailleurs, j'ai une suggestion pour les gens dans la salle et les gens qui nous écoutent, qui est de vraiment aller lire le rapport du GIEC. C'est pas si horrible que ça. C'est à peine 40 pages pour la partie résumée. Ne lisez pas le rapport complet. Ça se trouve très facilement sur le site ipcc.ch, donc ipcc.ch. Et allez le lire. Enfin, je pense qu'on ne peut pas être un decision maker aujourd'hui dans notre économie sans avoir lu au moins le résumé des rapports du GIEC. C'est très intéressant et ça éclaire beaucoup de choses. Et en particulier, et pour rejoindre les propos de Claire, ça montre bien qu'on ne peut pas considérer que la prise en compte des enjeux climatiques, ça s'arrête à financer de la technologie verte et à financer de l'électricité verte. Évidemment, c'est nécessaire de faire ces deux financements-là. Mais ensuite, il va falloir décarboner l'économie réelle, celle qui fait les produits et les services de tous les jours. L'entreprise qui fabrique ce verre, elle va devoir se décarboner. Elle va devoir se décarboner lourdement. On parle de plus de 50% en quelques années. Et ce sont des enjeux pas seulement de filtre, de survie des entreprises qu'il ne faut pas seulement prendre de manière défensive, mais faire la transition de toutes ces entreprises européennes, on parle de dizaines de milliers d'entreprises européennes, ça va être pour un certain nombre d'entre elles une opportunité. On s'est lancé dans ma modeste société dans un fonds de transition climatique qui est sur ce thème-là, mais il y en aura d'autres. Et c'est un véritable enjeu de transition de l'ensemble de l'économie. Alors Cécile, je voulais qu'on commence avec vous par dresser un petit peu ce portrait sur l'état du marché. On vient d'en dire quelques mots avec Claire Chabrier, mais plus sur la dynamique de ce qui s'est passé en 2022, avec quand même une vraie inflexion de l'activité au deuxième semestre. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Cécile, que le marché reprend, que ça refrémit de nouveau pour le buy-out ? Oui, bonjour à tous. Pour poursuivre sur la lancée de ce que Louis et Claire ont déjà décrypté, le point de vue du financement, c'est clairement un bon poste d'observation pour savoir un peu ce qui frémit, ce qui est en train d'arriver sur le marché. On est à la fois très en amont, très en aval, donc on a ce rôle qui permet d'avoir une vision un peu 360 degrés. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un marché assez paradoxal dans le sens où il y a des contrastes très marqués entre le discours attendu qui est de voir un vrai ralentissement. On l'a souligné à l'instant sur les grandes opérations où effectivement le manque de liquidité conduit à ce qui est une sorte de arrêt qui a été plus ou moins vécu comme de façon brutale sur les très grosses opérations, et à la fois pour mettre en regard une activité qui est en quelque sorte un fil continu. Effectivement, sur les opérations, on l'a souligné à l'instant, peut-être de plus petite taille et avec des fenêtres d'opportunité. C'est là où c'est très important peut-être un peu de mettre la lumière sur ce marché qui est devenu en quelque sorte plus sophistiqué, qui demande d'être plus à l'écoute des fenêtres, et en quelque sorte il y a tout un effet domino qui s'est révélé de façon plus marquée depuis la succession des problèmes
problèmes que l'on a dû subir ou avec lesquels les sociétés ont dû composer. Depuis le Covid, la guerre en Ukraine, les problèmes d'inflation et en cascade, donc des changements dans les attitudes des banques centrales qui finalement influencent le marché des financements, alors qu'on pouvait penser que sur le marché, ici le thème est sur le LBO, sur les private assets, on était peut-être un peu immunisé et complètement hermétique à toute cette macroéconomie. On a vu en fait que ça a un effet qui finalement percole sur toute la cascade des financements, grande taille, petite taille. Donc si c'est passé avec de l'acheteur marginal des banques centrales qui s'est retiré soudainement du marché, ça a entraîné la fin un peu sur à nouveau large cap, tout le monde, sans faire d'acronyme un peu barbare, mais des CLO sur le large cap, etc., qui s'est en quelque sorte gelé. Et puis après, qu'il y a des petites fenêtres de réouverture, et c'est ça qui donne un peu d'aiguillon de temps en temps, avec, important de le souligner, puis on le verra notamment avec Unitaire, qui est un parfait exemple, une sorte de prime à la qualité, donc de façon un peu basique, hein, de ce qu'on dit en finance, les marchés est efficient, et donc il y a toujours une solution, un financement pour une très bonne société. Donc ça, on l'a trouvé. Et ensuite, pour revenir sur le point des plus petites transactions, ce que l'on a observé, et après je m'arrêterai là, c'est que finalement les banques ont été finalement plus actives que ce à quoi on s'attendait. C'est pour ça que je dis c'est un peu paradoxal et un peu inattendu et contre-intuitif, dans le sens où la remontée des taux d'intérêt, Claire l'a souligné, on part maintenant avec une base d'un Euribor ou d'un SOFR, d'un SONIA qui est très largement positif, et on a arrêté ce floor zéro parce qu'on était dans un univers de taux négatifs. Dès lors, les sociétés sont lucides que leur coût du financement est maintenant un vrai poste dans leur compte de résultats. Et finalement, l'effet collatéral de ça, qui est finalement peut-être bénéfique pour tout le monde, c'est que les niveaux de levier ont baissé, et finalement, donc, on retrouve les banques qui se disent à ce niveau de levier, le risque induit est peut-être attractif, et pourquoi pas accompagner cette société dès lors qu'elle a passé en plus toutes ces crises et qu'elle est maintenant armée pour pouvoir endosser et avoir ce financement. Et juste, alors, un petit mot final pour dire que ce qu'on a observé, alors nous, on a cette cascade-là, fonds de dette, c'est qu'il y a une porosité croissante entre le marché, entre les sources dites bancaires et fonds de dette qui ont des ressources plus long terme. Ça a donné beaucoup, en quelque sorte, de flexibilité et de lisibilité au marché, parce qu'on est moins impacté par ces fenêtres qui s'ouvrent, qui se ferment, et on est plus, c'est vrai, avec la nature même de fonctionnement des fonds de dette, axé sur l'accompagnement long terme des sociétés. François, moi j'ai tendance à dire que vous êtes un très bon thermomètre et baromètre aussi de ce qui se passe dans le marché à venir. Je crois que vous couvrez chez Intralinks pas moins de 16 000 deals par an. Alors qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui sur votre écran radar? Vers où va le baromètre, le thermomètre? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça repart un peu l'activité, François? Bonjour à tous. Alors, effectivement, si on regarde le premier trimestre 2023, les chiffres ne sont pas très bons quand on les observe en prenant un peu de hauteur. Moins 67% en valeur, moins 30% en nombre de deals. Donc ça, vous parlez M&A global, y compris LBO, du coup. Y compris LBO. Par contre, le LBO, quand on regarde les 4-5 dernières années, on voit qu'il y a une vraie résilience. On est passé de 30% à 35% de tous les deals M&A qui sont des deals LBO entre 2018 et 2022. Et on s'attend, alors je n'ai pas les chiffres précis sur le premier trimestre 2023, mais on s'attend à ce que le LBO ait cette résilience finalement sur le premier trimestre. Donc on entend partout, oui, ça ralentit, le marché est moins dynamique, mais au final, il y a quand même beaucoup de deals. On a parlé tout à l'heure de l'affaissement un petit peu des deals dans le large cap. Il y a quand même beaucoup de deals en mid cap, en small cap, et finalement, l'activité est là. Ce qu'on a pu observer par contre, pour rejoindre aussi les propos de Cécile à l'instant, où elle a parlé de qualité, je pense qu'aujourd'hui, on voit que on a observé dans plus de deals que d'habitude, les vendeurs invitent à la due diligence, c'est-à-dire au moment où ils vont commencer à partager les documents avec l'acheteur potentiel,
on voit plus de situations où il n'y a qu'un seul acheteur. Et ça, c'était pas le cas précédemment. On voyait souvent 5, 7 acheteurs se présenter dans la data room au moment de l'ouverture des documents. Donc là, on le voit un petit peu plus. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, François? Est-ce que ça veut dire que le deal, il n'a pas attiré plus qu'un acheteur potentiel, ou est-ce que ça veut dire que le vendeur, en fait, il veut vraiment sécuriser son process et ça veut dire je resserre les processus? Ça veut dire que le vendeur, il veut sécuriser son process, il veut s'assurer que l'acheteur qui se présente au portillon est un acheteur de qualité. Et justement, ce qu'on observe aussi, c'est que de plus en plus, avant de mettre un actif en vente, les vendeurs vont faire une due diligence financière auprès des banquiers pour savoir si leur actif qu'ils vont mettre en vente est finançable. Et ça, on l'observe plus que les mois et les années précédentes. Donc ça, ce sont deux observations que l'on a faites. La troisième observation que l'on a faite, c'est cet aspect de l'importance de la qualité du processus, de la qualité de l'information, l'importance de la préparation. Aujourd'hui, on est dans un monde, en tout cas sur le premier trimestre, où il y avait peut-être un petit peu moins de deals. Et il faut prendre le temps de préparer son actif, de s'assurer que tous les documents sont présents dans la data room, que ceux-ci sont bien organisés, car il faut surtout éviter de créer le moindre doute dans la tête de l'acheteur potentiel. Et auparavant, on voyait des processus avec peu de données, avec peut-être des data rooms qui étaient un petit peu bâclés. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne pas faire ce travail de préparation. C'est pourquoi on constate un allongement de cette préparation de 10%. On est passé de 4 à 5 mois de préparation. Et on constate aussi un allongement de la durée de la due diligence de 4 à 5 mois, en moyenne, bien sûr. Voilà. Oui, donc là, on dit à la fois côté vendeur, vraiment préparer la mariée avant de la mettre sur le marché, en se disant vraiment bien d'identifier toutes les zones de risque et d'avoir tout balayé. Et pareil, côté acheteur potentiel, de se dire de prendre le temps d'aller soulever toutes les zones de risque potentielles et tous les points d'attention qu'il faut avoir traités extrêmement en amont. Je voulais juste vous entendre, Virginie et Brice, rapidement sur ce point de température de marché. Virginie, en 2 mots, il est comment le deal flow aujourd'hui pour vous, Partners Group? Qu'est-ce qui vous remonte? Peut-être 2 points où je vais faire écho à ce que disait Cécile et également François. On est dans un deal flow qui est moins dense, on va dire, en surface. C'est-à-dire qu'en effet, il y a moins de process, on va dire, très organisés, très intermédiaires. Donc, on a l'impression qu'il est moins dense à la surface. Maintenant, on a deux situations qu'on voit pas mal et sur lesquelles je peux peut-être un petit peu illustrer avec des transactions. La première, on a vu et on a fait des transactions en début d'année qui étaient liées à des opérations où il y avait une portabilité de la dette. Donc ça, c'est une première, j'ai envie de dire, c'est un premier deal flow qu'on va appeler actionnable. On a investi par exemple dans une société qui s'appelle Cloudflight en Allemagne, qui est dans les services de digitalisation. Voilà, il y avait un package déjà en place. Donc il y a des éléments facilitateurs sur certaines transactions. On a vu même typologie de transaction avec SureWex aux États-Unis, qui est dans tout ce qui est produit de sécurité pour les ouvriers. Donc ça c'est un premier, mais ça ne correspond pas forcément à une grande partie, mais il y a ce sujet portabilité de la dette qui a pu rendre le deal flow actionnable. Et sinon, je reviendrai un petit peu sur ce que disait François. Il y a finalement un deal flow qui est extrêmement dense et extrêmement intéressant, sur lequel il y a beaucoup plus d'amont. Il y a donc plus de travail en chambre, il y a vous voulez plus de dire travail en chambre. Les vendeurs ne sont pas forcément 100% prêts, mais c'est là qu'en fait justement il y a un gros travail à la fois, François disait, pour l'acheteur de se préparer. J'ai envie de dire, nous pour commencer les analyses où il y a plus de temps. Il y a plus de temps aussi, c'est une bonne opportunité d'avoir des discussions avec les vendeurs et puis parfois ils ne sont pas tout à fait prêts, et comme on sait, quand ils ne sont pas tout à fait prêts, parfois la variable d'ajustement, et pour faire écho à ce qu'on disait dans la première table ronde, c'est parfois un ajustement qui est lié au prix. Donc j'ai envie de dire, il est moins dense en surface mais extrêmement dense en termes de préparation pour être prêt,
comme le disait Cécile, a parfois cette fenêtre de liquidité qui finalement s'ouvre et se ferme assez rapidement en ce moment, on va dire. Donc il veut pouvoir saisir quand la fenêtre s'ouvre des deux côtés. Toujours sur les actifs de qualité, comme disait François, évidemment. Brice, comment ça se passe, vous, de votre poste d'observation, vos équipes chez Deloitte? Ça se passe très bien. Non, c'est vrai, on a toujours resté très, et on est toujours très actif sur finalement ce qui est le cœur du marché, qui a toujours été le cœur du marché, tout ce qui concerne le small, mid cap, on l'a évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est surtout sur les grosses opérations, les grandes transactions qui historiquement étaient très médiatisées et donnaient l'impression que le marché était focalisé sur ce type de deal. Qu'on a bien vu à ralentissement. Et le ralentissement, il a démarré depuis longtemps, en fait, puisque les statistiques font que, quand on les regarde, en fait, elles sont par rapport à des deals qui sont annoncés ou closés. Et donc, ça ne tient pas compte de la temporalité. Les donc, il y a un effet décalage. Vous voulez voilà, dire, il y a un effet décalage. Le décrochage qu'on a eu l'impression de voir au S2, en fait, il était déjà dans les négociations. Il était déjà, voilà, de longs mois. et on le ressentait déjà sur un certain nombre de grandes transactions, avec des sujets de financement notamment et d'incertitude. Voilà, là, depuis quelques semaines, on sent quand même un frémissement sur un certain nombre d'opérations plus significatives sur lesquelles il y a des discussions et des processus qui repartent. Et sur ce segment-là, véritablement, je rejoins les commentaires, on est sur quelque chose qui est vraiment en mode pointillé, avec des processus qui sont assez particuliers, avec beaucoup d'opportunisme, avec des choses qui peuvent prendre du temps. Sur la nature même de ce qui se passe en ce moment dans le marché, on observe beaucoup de professionnalisme des acteurs. On est vraiment au cœur dans les discussions sur des sujets qui sont très opérationnels. On a parlé de création de valeur tout à l'heure dans le premier panel, mais il y a beaucoup de focus autour de ça. Quels sont les leviers de création de valeur? Quels sont les sujets de transformation digitale? Quand on parle d'ESG, on est vraiment aujourd'hui sur des enjeux de transformation de ces organisations, de création de valeur, de nouveaux modèles. Donc il y a beaucoup de discussions autour de ça, beaucoup aussi de travail autour de l'analyse de la data. En fait, je trouve qu'il y a une évolution assez intéressante en ce moment autour de ça. Comment on exploite mieux les données et les milliards de gigas de données de l'entreprise, mais aussi comment on les croise par rapport à des analyses de données externes. Avec une certaine forme de sophistication, effectivement, de professionnalisme autour de ça, parce que chacun essaie de regarder ces objets-là avec un prisme qui est très clairement celui de cette création de valeur. Et de le mettre au cœur de sa thèse d'investissement. Enfin, exactement, c'est vraiment au cœur de la thèse. Ça coïncide aussi avec une montée en puissance. On a parlé de ces rôles d'operating partner qu'on voit se multiplier au sein de la profession en France. Alors on avait peut-être aussi un certain retard par rapport à ce qu'on voyait dans d'autres marchés sur cette dimension de jeu. Donc voilà, tout ça est assez lié, et aussi bien évidemment pour certains types du segment qui est moins actif en ce moment en M&A, un focus plus important des fonds autour de leur portefeuille, et justement autour de ces thématiques aussi de création de valeur, comment finalement on va livrer la promesse des acquisitions qui ont été faites ces 2-3 dernières années à des valorisations très fortes, et qui justement, la valorisation, elle était aussi connectée avec une hypothèse de création de valeur qu'il faut livrer aujourd'hui. Je vous propose qu'on commence par le commencement. Comment se sont amorcées les discussions de ce nouvel LBO, Jean-François Hilaire? Est-ce qu'on peut vraiment dire résolument que le management a pris la main pour prendre en main son destin et ouvrir de nouveau le capital? Alors, bon, déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est Eric Goupil qui a été le dirigeant de l'entreprise entre le début des années 2000 et le début de cette année, qui a mené cette opération. Dans un contexte à l'origine compliqué, puisqu'il y a eu le Covid, Ardian souhaitait sortir, qui était le précédent actionnaire majoritaire, souhaitait sortir autour de 2021, ce qui n'était pas la bonne période. Et donc, l'idée a été de créer un groupe d'actionnaires dont aucun ne serait majoritaire,
autour du personnel de l'entreprise. Donc le personnel de l'entreprise détient pratiquement 25% des parts. Et on a 4 fonds qui sont rentrés comme actionnaires, 2 qui étaient déjà présents et qui ont réinvesti dans le cadre de ce nouveau LBO, IK Partner et Magna, qui nous expliquera exactement dans quel contexte elle est arrivée, et le fonds de Singapour, GIC, le fonds souverain de Singapour. Fonds souverain de Singapour. Donc l'idée, et sans aller trop loin dans l'explication, l'idée c'est d'avoir pratiquement une majorité détenue par des actionnaires de long terme et de permettre à des actionnaires, des fonds d'investissement de nous aider et de participer à la création de valeur de ce LBO. Donc vous avez vraiment, il y avait un élément de continuité qui était Kinsight et Parkwest qui sont revenus, ICA qui connaissait bien le dossier, et GIC, LPDK, tout ça était en terrain de connaissance, garantissait cette discrétion et finalement cette exécution assez rapide. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette proximité, elle vous a permis non seulement de traiter, si je puis dire, la partie equity, mais le volet financement dette, il a aussi été fait très rapidement en famille, si je puis dire, Magdalena. Tout à fait. Le financement, donc l'été 2022, c'était à ce moment que les banques commençaient à fermer leurs guichets. Donc Unitaire a toujours été financé par les banques. Donc du coup, c'était un problème parce que on craignait que la société n'était pas suffisamment connue des fonds de dette. Donc, notre équipe financement, donc on a une équipe dédiée de 5 personnes à Londres. Ils se sont dit, c'est comme un actif de très grande qualité, on va y arriver. Et ils ont, entre le moment où Ardian nous a donné le feu vert pour approcher le fonds de dette, nous avons bouclé le financement en 3 semaines. Donc, c'était extrêmement rapide et nous avons eu accès à des conditions très compétitives malgré l'absence totale des banques. Maxence, ce qu'on dit dans cette table ronde, c'est aussi un peu ce qu'on a dit dans les autres. On a parlé de ces discussions de gré à gré, bilatérales. En quoi ça, c'est représentatif aujourd'hui du marché? Ça l'était à l'époque où les négociations ont eu cours, mais on voit que ça continue. Alors, je crois que c'est très représentatif de ce type de transaction, parce qu'on est sur des LBO qui sont matures, c'est le 5e ou le 6e LBO. Il y a cette particularité en France d'avoir sur ces LBO qui grossissent beaucoup des blocs de management qui sont très importants. Donc on avait un management qui avait à peu près 25% du capital. On a des actionnaires qui se connaissent bien. On avait un actionnaire principal, Ardian, qui avait déjà réfléchi en 2021, qui avait reporté son projet en raison des circonstances. Donc tout ça concourt à ce qu'il y ait une transaction de gré à gré. Et puis, comme Virginie Bourrel l'a bien rappelé ce matin, c'est la tendance du marché. Il y avait en plus des circonstances tout à fait propres à la conjoncture, qui étaient la complication sur le financement, on en a parlé, la nécessité aussi d'avoir un investisseur qui stratégiquement soit acceptable. Il y avait une volonté claire de ne pas partir aux États-Unis, d'avoir des investisseurs qui soient stables, qui soient de long terme. Donc toutes ces raisons ont vraiment concouré pour que ce soit un process en petit comité. Le vendeur avait aussi besoin d'avoir une certaine certitude de deal, et ça on ne peut l'atteindre que quand on a en face de soi un noyau de nouveaux investisseurs qui va aller chercher un financement dans des conditions très compliquées. Ça doit se faire vite et relativement discrètement, donc tout auction était bien sûr exclu. L'idée là, c'est qu'on parle pêle-mêle de toutes les solutions qui s'offrent aujourd'hui dans le marché, des solutions, on va les appeler de liquidité. Donc on va parler évidemment GP Stake, GP LED, LP LED. On parlera aussi un petit peu de retail money dans un contexte de fundraising aujourd'hui. Mais pour poser le cadre, je voudrais, Nicolas, peut-être qu'on se dise pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui on en vient à parler de toutes ces solutions. C'est quoi un peu le panorama, le portrait robot du marché que vous pouvez dresser aujourd'hui sur le volet fundraising, sur la dynamique des LPs, qu'on sache un peu pourquoi on s'embarque dans cette conversation?
Alors, bonjour. Alors, sur le cadre déjà de l'environnement de fundraising, évidemment, tout à l'heure, on parle de complexité à lever, etc. Je pense que le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a des grandes tendances. En fait, on remet les cadres. En 2007-2008, on levait 700 milliards, c'est quand même déjà. Et là, on était dans les années de pic. Hein. Je parle au niveau global pour tous les fonds. En 2022, 1,3 trilliard. Donc, on a notre classe d'actifs, elle augmente. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est si on regarde les 10 dernières années, 2012 par exemple, 500 milliards levés globalement, contre 1,2 trilliard aujourd'hui. Sur ces 500 milliards, 20% étaient levés par des plateformes mégafonds. Aujourd'hui, quand on regarde 2022, 1,3 milliard, 1300 milliards, c'est-à-dire ce qui a été levé, 50 à 60% par des plateformes ou mégafonds. Donc, on est en train de parler d'un vrai sujet. On est en train de parler qu'aujourd'hui, la classe d'actifs, évidemment, elle est grandissante. Il y a beaucoup d'argent qui est levé. Mais aussi que l'émergence des plateformes fait qu'aujourd'hui, elles captent une grosse partie de ces levées. Et pendant ce temps-là, le nombre de GP, lui, augmente aussi. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement que tout le monde se concentre. C'est qu'il y a aussi une offre qui a augmenté. Et je pense que le segment, et c'est là, ça va nous amener à la discussion d'aujourd'hui, le segment qui a probablement été le plus impacté, alors mondialement, c'est le mid-market, et en Europe en particulier, le mid-market européen, alors qu'on peut définir de différentes manières, mais on va dire les fonds de moins de 700 millions d'euros, pour faire simple, et les gérants qui ont moins de 2 milliards, 2,5 milliards, à peu près, c'est pour ça qu'on va définir le mid-market européen. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'ils ont moins de LP qu'autrefois. Il y a toujours autant de capital, mais moins de LP qu'autrefois. En fait, il y a même plus d'argent, on a envie de dire. Ouais. Il y a plus d'argent, moins de LP, plus de GP, et de l'argent qui est surtout capté par les gros, en gros. Donc, ceux qui sont pris entre le fer et l'enclume, c'est un peu le mid-cap et small, peut-être. Et la grande tendance, et c'est ce qui va nous amener à en fait, le sujet de la demande, c'est qu'il y a une réintermédiation, si on peut parler comme ça, une captation, une réintermédiation du mid-market par des investisseurs professionnels, type fonds de fonds, gatekeeper, qui évidemment, eux ou d'autres, ont une série d'agendas dans leur propre stratégie d'investissement. Et on parlera de retail et tous ces autres sujets sur les plateformes, mais ça c'est extrêmement important parce qu'ils ont une énorme influence pour le mid-market sur le type de solutions ou d'opportunités d'investissement qu'on peut faire avec eux. Et donc ça, c'est vraiment le contexte très global qu'on peut donner sur l'environnement du fundraising. Dominique, vous avez récemment fait avec Armel votre premier closing. Quel est l'accueil que vous avez réservé dans cet environnement que nous décrit Nicolas? Heureusement que je n'ai pas entendu Nicolas juste avant de se mettre à faire du fundraising, parce que sinon, en tant que first-time fund, que mouton à 5 pattes, parce que la stratégie du GP Tech n'existe pas encore en Europe, et donc petit fonds forcément, à 400 millions visés, on était mal, quoi, ça c'est sûr. Hein. En fait, on a réussi à faire ce premier closing à 150 millions d'euros, d'abord parce qu'on a fait 450 meetings de fundraising, donc on a utilisé beaucoup de salive, mais surtout parce qu'on a capitalisé sur une catégorie d'investisseurs qui aujourd'hui sont encore là. C'est les family office. Hein. Les family office sont plus prêts à prendre des risques sur de nouvelles stratégies. Ils se décident plus vite et ils n'ont pas besoin d'avoir des comparables. Or, comme nous, on est le seul Européen dans le segment du mid-cap, quand un investisseur institutionnel nous dit à qui on vous compare, on a un petit peu de problème de démonstration. Quoi. Voilà. Et je pense que ces family office, ils ont été attirés par deux éléments essentiels. Le premier, c'est que comme vous l'avez compris, le JPSEC, c'est de prendre des tickets dans des sociétés de gestion, pas dans les fonds, mais dans les sociétés de gestion, toujours minoritaires. Et donc, à ce titre, dès que la société de gestion est rentable, souvent, elle distribue des dividendes. Donc, on en bénéficie en tant qu'actionnaire. Et dans cet environnement quand même très chahuté depuis un an, c'est quand même sympa, quand vous êtes investisseur, en particulier family office, d'avoir dans votre portefeuille des sociétés de gestion dont le chiffre d'affaires est fait de quoi? De management fee sur les fonds qu'ils ont déjà levés. Donc, quelle que soit l'évolution de la guerre en Ukraine, quelle que soit l'inflation sur les matières premières ou sur l'énergie, les GP de ce monde, ils facturent leurs 2% de management fee, quoi qu'il arrive. Donc, il y a une visibilité sur les cash flows qui est qui a été extrêmement rassurant pour un certain nombre de family office. Et puis, la deuxième raison, c'est que beaucoup de family office
à moins qu'ils soient très très gros, quand ils investissent dans le private equity de façon régulière, investissent de façon très très domestique. Et donc, ce qu'on leur a dit, c'est qu'on leur a dit, écoutez, tous les 6 mois, on va vous réunir, tous ceux qui sont souscripteurs dans le fonds, on va vous dire, voilà, toutes les stratégies intéressantes qu'on a vues depuis 6 mois en Europe, en infrastructure, en private debt, en private equity, en real estate. Tous les GP sur lesquels on a fait plein de due diligence, eh bien ce GP qui fait de l'IT en Allemagne, il lève son prochain fonds dans 3 mois, on va vous mettre en relation avec ce GP. Et donc beaucoup de family office se sont dit, grâce à Armen, on va avoir une tour d'observation fantastique pour avoir accès à des GP qu'on ne connaît même pas et pouvoir ainsi diversifier notre base de clients. Si on n'avait pas eu ces 2 gros arguments, on ne serait pas aujourd'hui ici pour montrer qu'on a fait un premier closing. Sarah, c'est les constats à la fois de Nicolas et l'expérience de Dominique avec cet angle très family office, c'est conforme à ce que vous voyez aujourd'hui sur le terrain, dans les fonds que vous structurez? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est dans un environnement économique, géopolitique compliqué. On l'a parlé, l'inflation, la faillite des banques. Donc, pour les investisseurs, c'est compliqué, notamment les investisseurs étrangers et notamment les institutionnels. Le marché commence à se tendre, il y a moins de sorties, donc il y a moins de liquidités pour les investisseurs. En même temps, les tailles de fonds augmentent énormément, donc pour eux, c'est compliqué d'aller trouver l'argent, et donc il va y avoir une grande sélection, effectivement, des GP dans lesquels ils vont investir. Donc il y a toujours des re-up pour les institutionnels, il n'y a pas de sujet là-dessus. Néanmoins, eux-mêmes ont des allocations qui diminuent parfois, et donc c'est plus compliqué. Dans ce contexte-là, on a donc des levées un peu plus longues, évidemment, mais les GP vont aller chercher des solutions alternatives. Donc Dominique l'a dit, effectivement, le phénomène family office est un phénomène qu'on voit beaucoup. Il y a beaucoup de family office aujourd'hui en France qui investissent énormément dans le private equity et qui sont là surtout pour les premiers closings, ce qu'on ne voyait pas du tout auparavant. Auparavant, c'était vraiment un premier closing autour d'institutionnels, autour du re-up, etc. Aujourd'hui, ils soutiennent en tout cas ces premiers closings, et pour les first-time funds, des fois, ils les aident carrément à faire leur premier closing. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi toute la percée du retail money dont on a déjà un peu parlé, dont on parlera un peu plus en détail sur cette table ronde, avec tous les feeder funds qu'on voit. Donc il y a vraiment un mouvement qui existe déjà depuis quelques années, mais qui s'intensifie énormément. Tout à l'heure. Ouais. Voilà.